séminaire d'aujourd'hui est prolongé avec le soutien de la Fondation Premium et la coalition australienne. Les orateurs d'aujourd'hui vont parler en anglais. Vous pouvez sélectionner le français ou l'espagnol pour l'écouter en sélectionnant l'icône française. Pour la plupart d'entre vous, ce sera en bas de l'écran. Cliquez là-dessus et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter. L'interprétation est simultanée. L'interprétation en français et en espagnol est soutenue par Opération Smile et Smile Train. Merci à tous deux. Je m'appelle Charles Clayton. Je suis le PDG de la Fondation de soins de trauma primaire et aussi un membre du conseil d'administration de G4 Alliance et du conseil. Nous avons un panel très passionnant aujourd'hui. Vous pourrez leur poser des questions. Pour poser une question, veuillez sélectionner la foire aux questions en bas de l'écran et tapez vos questions là-bas. Si vous souhaitez faire un commentaire par rapport à faire un commentaire, veuillez mettre votre commentaire dans la boîte chat. Souvenez-vous que vos questions vont dans la boîte qui s'appelle Q&A, foire aux questions, et vos commentaires vont dans la chat. Je vais introduire les panélistes, les orateurs un par un. Nous allons avoir Mandip Marendreux, c'est un Indien américain et un neurochirurgien. Vous êtes susceptible de le connaître parce qu'il a joué le football à l'université en Floride et après il était dans les Titans de Floride. Il a reçu une bourse et a étudié à l'université d'où je vous parle aujourd'hui. Il était ici dans l'année académique 2009-2010 et il a fait il a été choisi le deuxième artiste d'athlétique et de sport par les nouvelles sportives. Notre première intervenante, c'est Dr Mandip Kaur. Dr Kaur est une chirurgienne de trauma, de gastro-entérologie et d'hernie. Elle est aussi volontaire pour l'enseignement et pour la fondation d'obésité en Inde. Elle fait partie de l'association gastro-intestinale et endoscopique et la chirurgico. Elle a travaillé à divers traumas et au Royaume-Uni. Elle va nous commencer l'affaire en parlant des problèmes de trauma. Dr Kaur, quels sont les problèmes de trauma mondiaux? J'ai enlevé mon silencieux. Bonjour à tout le monde. Merci de cette occasion aujourd'hui de discuter les traumas avec ce magnifique groupe. En tant que chirurgienne de trauma, de gastro-entérologie au quotidien, je gère le trauma au quotidien. Et il y a les urgences. J'enseigne aussi les soins de trauma aux autres docteurs. Aujourd'hui, je présente l'échelle de trauma partout dans le monde. Et aujourd'hui, si vous regardez à gauche, vous voyons que chaque année, 5 millions de morts sont dus à un trauma d'une sorte ou d'une autre. C'est égal à toute la population de Costa Rica. Ça veut dire que toutes les années, tout un pays entier est effacé de la face de la Terre à cause du trauma. Il n'y a pas de plus de personnes qui sont morts tout ensemble. Ça n'arrête pas là-bas. Il y a 40 millions d'invalides par année qui sont causés par des traumas de formes majeures et mineures. Et avec cela, une grande cause, c'est la perte financière, pas seulement des familles, mais aussi des
la perte financière de la nation de 3 à 4% du produit général national du brut est dépensé dans ces cas de trauma. Pour le souligner, pour beaucoup, cette perte est plus que le revenu national brut. Donc, comme vous le voyez, les pertes du trauma sont très importantes. Voyons les différentes causes du trauma. Si vous regardez cette charte de Tarte, vous voyez beaucoup qu'il y a 23% qui sont dus aux accidents de route. Tous les 24 de 5 secondes, quelqu'un meurt en route. C'est un fait alarmant. Lorsque j'aurai fini cette présentation, 20 personnes seront mortes sur la route et beaucoup seront hospitalisés avec des blessures très graves. Voyons voir les blessures dues aux accidents de route et les groupes d'âge. Pardon, après des maladies respiratoires, c'est la cause de mort les plus normales ou les plus importantes pour les enfants. Entre les personnes entre 30 et 44 ans, c'est le troisième groupe et le groupe le plus principal, c'est de 15 à 29 ans. Les foyers sont rendus pauvres à cause de la mort de la personne qui gagne le gagne-pain. Les statistiques actuelles mangent 900 000 morts dues au Covid. C'est une pandémie. Je me demande si nous allons à la prochaine diapo. Nous voyons que pour une personne tuée en route, il y en a 9 qui sont hospitalisés et il y en a 88 qui sont traités aux urgences, cas par cas. Tout ceci signifie qu'il y a des millions de dollars ou d'euros qui sont dépensés, qui pourraient être utilisés de façon plus constructive. Considérons la prochaine diapo qui voit la distribution basée sur le sexe. Si vous considérez ces graphes, nous voyons que dans tous les cas de trauma, les hommes sont plus tués que les femmes. Tout à fait à droite, vous voyez que les accidents de voiture tuent plus d'hommes que de femmes. En général, le gagneur de pain sont les personnes les plus en risque parce qu'ils sont plus en route que les autres. À la prochaine diapo, nous voyons que les défis sont pires dans les pays à revenus faibles ou moyens. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. Dans ces pays, pour chaque accident de voiture, il y a 3 fois plus de personnes qui meurent par rapport aux pays à revenus élevés. Il y a 1% des véhicules du monde dans ces pays, mais qui sont la cause de 13% de morts. Parce qu'il y a un manque de soins au niveau des hôpitaux. Cela coûte 65 milliards de dollars environ. C'est le montant que ces pays reçoivent et plus que le revenu national brut qui serait dépensé pour les soins nationaux. Dans les pays à revenus élevés, ils ont une statistique de morts et de blessures et s'est amélioré pendant l'année précédente. Malheureusement, ce n'a pas été le cas dans les pays à revenus faibles ou moyens. Passons à la prochaine diapo. Le point principal que je veux souligner dans cette diapo, que le trauma on peut prévenir le trauma. Quelles sont les étapes qu'il nous faut prendre pour l'atténuer? Et c'est évitable. D'abord, il faut avoir les soins médicaux qui veut inclure comprendre des soins gratuits en hôpitaux.
le gouvernement devrait améliorer les états des routes pour empêcher des accidents. Et bien sûr, il faut faire attention aux soins en hôpitaux et à la rééducation. Dans ma fondation, nous enseignons aux pays pauvres de s'occuper de trauma. Nous vraiment recommandons au gouvernement de prendre le trauma et les soins de trauma au sérieux. Je suis sûre que nous pourrons réduire le trauma. Ceci m'amène à la fin de ma présentation. En résumé, le trauma a un impact très sérieux au quotidien. Et merci de votre temps et veuillez me faire part de vos questions. Je passe à Charles. You set the scene there. Merci beaucoup, Dr. Kaur. Vous avez dit qu'au niveau mondial, je veux vous encourager tous de nous envoyer vos questions par le biais de la boîte de foire aux questions. Nous avons reçu une question. Vous avez mentionné les chiffres au niveau du trauma mondial. Quelle est votre opinion sur la raison, sur le nombre persistant élevé des traumas dans les pays à revenus faibles et moyens? Il faut accepter le fait que le trauma est un tueur tellement important. Nous n'acceptons pas. Les gens vont sur la route, ils ont des accidents et ils meurent. Nous sommes en déni que les pays à revenus faibles et élevés, la plupart de ces pays ne participent pas à l'enregistrement des traumas. Ça indique le caractère sérieux de ce problème. Comme Covid, dès que nous reconnaissons qu'il y a un problème et nous prenons des moyens pour arrêter cela, le trauma n'a pas été considéré comme un tueur important. C'est ça la raison principale. Je vais poser une autre question. Je vais vérifier les questions. Une question vient d'arriver. Quel est le rôle de l'éducation des chauffeurs pour réduire les accidents de route? Est-ce que ça a été étudié dans les pays à revenus faibles et moyens? Si vous considérez les données que j'ai fournies dans mon propre pays, en Inde, oui, l'éducation joue un rôle important une fois que c'est reconnu en tant que problème. Donc, l'éducation des chauffeurs, la condition des routes, des véhicules, tout ça aura un impact très important. Nous allons aussi en entendre parler d'un autre intervenant qui va parler un peu d'un problème similaire. Une autre question vous vient, Mandip. Le problème mondial de trauma évitable est bien connu, mais les façons et les moyens de prévenir, traiter et rééduquer nous n'avons pas fait face à ce problème. Je vais mettre cette question pour la garder pour la fin. Nous reviendrons vers vous plus tard. En attendant, je vais passer à une autre question. Nous avons assez de temps pour cela, qui est, à part les accidents de voiture, quels sont les genres de traumas qui grandissent, qui sont en augmentation? J'aimerais que tu te commentes aussi, Mandip, ce que tu fais au sujet des blessures à la tête et ce genre de choses. Mandip, nous t'avons perdu malheureusement. Oui, je crois que nous l'avons perdu. Ah là là, ça, c'est les problèmes de connexion. Alors, nous passons à la prochaine. Je suis sûre que Mandip va revenir, nous lui poserons plus de questions à ce moment-là. Alors, notre prochaine intervenante est Georgina, Dr. Georgina Phillips.
C'est une docteure d'urgence à l'hôpital Saint-Vincent à Melbourne, en Australie. C'est un membre du comité de soins d'urgence. Un représentant de la liaison pour les îles régionales de Salomon. C'est un membre du conseil d'administration de la Fondation de soins de trauma primaire et elle pratique au collège d'Australie. En Australie et un éditeur de section pour le journal d'Australasia des médecins. Bonjour et bienvenue, Dr. Phillips. Merci Mandip et merci John et Dan. Alors, je vous dis bonjour de la région des îles Pacifiques. Je vais me pencher sur les problèmes de soins d'urgence pour les blessures de trauma et en me servant d'images pour illustrer les problèmes. Nous savons que les accidents se passent partout, tout le temps, depuis les accidents de voiture aux accidents d'avion. Le trauma consomme énormément de ressources là où vous trouvez, mais nous ne devons pas penser que les soins reliés à ce sujet sont trop chers. Le système de soins d'urgence peuvent être bâtis et sont efficaces en termes de coûts et peuvent sauver des vies pour les victimes des traumas. Nous savons que le taux de fertilité sont 3 fois ceux pour les pays à revenus faibles, sont 3 fois ceux des pays riches. 50% des morts mondiales peuvent être prévenues par des soins d'urgence en hôpitaux. Et ça peut empêcher des millions de morts. La pandémie de Covid, que le soin urgent sont essentiels au système de soins de santé. Et soins d'urgence, c'est une plateforme intégrée qui lie la communauté avec le système de santé et pour le traitement des personnes, le système de trauma d'urgence livre des soins de santé partout dans tout le cours de la vie. Alors, pour les personnes qui ont été blessées, un système de soins d'urgence qui va leur sauver la vie ou empêcher des handicaps. Ceci explique les composantes des soins d'urgence dans le cadre des soins. Les soins d'urgence sont donnés sur le site même de l'accident pour lui donnant des soins d'urgence en se servant d'un numéro non national d'urgence et pour qu'ils puissent recevoir les soins d'urgence. Après le transport à un établissement de santé, il y a un chauffeur différent qui se sert d'équipements de base et de connaissances de base pour sauver la vie des victimes de trauma pendant qu'ils sont en route. Le patient arrive rapidement et en sécurité à la clinique ou à un hôpital de district ou de la ville. Il y a une unité d'urgence qui est là pour gérer les urgences. Il y a un équipement pour la ressuscitation, la protection de la colonne vertébrale et le soulagement de la douleur. Le personnel est là 24 heures sur 24, est très motivé et parce qu'ils savent que leur travail fait la différence. Il y a des processus pour le triage des patients, et la documentation et des références rapides au centre de chirurgie ou pour les renvoyer chez eux pour les personnes qui ne sont pas vraiment blessées. La gouvernance complète assure que les lois protègent le patient, les lois sont essentielles à l'accès à la soins de santé et le système d'urgence sont intégrés à la santé, au système de santé et empêchent
des grandes pertes physiques. Malheureusement, au niveau mondial, les hôpitaux ne sont pas bien développés. Les systèmes de transport comme celui-ci sont inadéquats et à haut risque. Le bâtissement d'un système d'urgence est faisable et on peut se le permettre. Selon le système de santé, donner des ambulances et former le personnel d'hôpital est très efficace au niveau du coût. C'est estimé à moins de $300 et pour l'effectif des ambulances, moins de $100. Et les économies et la formation est d'une grande valeur dans n'importe quel contexte. Ces coûts sont très bas comparés aux coûts d'une vie gagnée dans le cadre d'un trauma. Les soins immédiats pour sauver la vie sont critiques en arrivant aux centres d'urgence, mais souvent, les centres d'urgence dans beaucoup de parties du monde n'ont pas de personnel, sont chaotiques et il n'y a pas de processus ou de direction pour organiser des soins efficaces. Mais il y a des solutions pour bâtir des établissements d'urgence. Le WHO nous donne des outils pour pouvoir bâtir les centres d'urgence et déterminer les urgences et les priorités pour bâtir du personnel pour les soins d'urgence, concevoir des centres de ressuscitation et la gestion du patient sont possibles. Mettre en place des systèmes de triage et des listes de trauma, de vérification du trauma, collectionner des données clés pour comprendre les soins d'urgence et établir la direction et des cadres de financement pour s'assurer qu'il y a des soins rentables. Le bloc le plus important, c'est d'investir dans les ressources humaines et la formation. Bâtir des forces de travail avec des docteurs et des assistants va bâtir une équipe de dirigeants avec des fournisseurs de formation nous donne les outils pour sauver des vies et leur permet de bâtir un système de soins au sein de leur propre environnement. On nous dit qu'un seul cas très court d'urgence pour vraiment améliorer le système de santé. Les blessures, les accidents arrivent partout, n'importe quand. Des soins d'urgence en hôpital sauvent des vies et pour le patient et pour les personnes de tout âge avec toutes les conditions de santé d'urgence. Les systèmes de soins d'urgence sont un composant efficace et rentable pour l'accès aux soins médicaux pour toutes les personnes blessées. Et sur ce, merci beaucoup, Charles. We have some questions already. Merci, Georgina. Nous avons déjà reçu des questions. Let me put to you, Georgina, the first one I've got here, which is... Georgina, voici la première question. Quelle est la différence entre une réaction d'urgence et un désastre ou un événement d'accident très important et ce système d'urgence que tu viens de mentionner? Très bonne question. Merci, Charles. Je suis sûre que beaucoup de personnes sont confuses à ce sujet. Je parle d'un système d'urgence au quotidien. Il y a beaucoup de ressources qui sont dévouées à la réponse au désastre,
Mais si vous n'avez pas un système de soins d'urgence au quotidien à votre hôpital, et par conséquent, votre résistance au désastre sera beaucoup plus basse. Nous parlons de bâtir un système de réponse aux urgences au quotidien qui va accroître la résilience au cas de morts mondiaux, au cas de désastres mondiaux. Questions semblables. We see emergency departments and resuscitation rooms on television shows. Voyons les départements d'urgence sur les shows d'hôpitaux qui sont pleins d'équipements très chers. Est-ce que c'est trop cher de développer dans les pays à revenus faibles les moyens? J'espère avoir illustré comment bâtir un système d'urgence n'est pas censé être cher. Former le personnel, ce n'est pas cher. Et le genre d'équipement dont nous parlons, les ressources, sont très basiques. Des systèmes de circulation et de respiration, ce n'est pas cher. Ça a affaire à l'organisation des soins, du triage, qui ne demande pas de machines chères ou de très belles salles de ressuscitation. Ça affaire à l'organisation des systèmes et la formation du personnel et mettre en place ces ressources de base. La prochaine question que je vais vous inviter, Georgina, et aussi Dr Mandip, vous avez déjà parlé. Si vous souhaitez répondre, alors, les conséquences négatives sur la santé ainsi que sur les finances du trauma sont bien connues. Pourquoi, s'il y a un tel écart entre les preuves et ce que le personnel de santé et ce qui est fait en actualité, en réalité, au niveau des politiques? Qui c'est qui veut y répondre? Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons ce webinaire. C'est parce que là, il y a un énorme écart, il y a un manque de compréhension de la part des politiques de l'importance de ce cas. Et ils croient que c'est tellement cher. Et ce que nous montrons, c'est que le coût des accidents est très cher et l'investissement pour gérer cela n'est pas cher. Et si vous construisez votre système de soins, vous serez aussi face à beaucoup d'autres problèmes de santé. Mandy, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je crois que l'acceptation et l'éducation viennent en premier et les ressources et les finances viennent en deuxième. Il y a beaucoup d'organismes qui font tout cela en tant que volontaire. Il n'y a pas de coût au niveau du pays. Si le pays peut bien accepter qu'il y a un grand problème qui doit être géré, et qui recherche des façons de le gérer. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de façons de le gérer, de le résoudre. Il y a des fonds dans des institutions et entre autres des fonds qui, si on alloue ces fonds à la prévention des traumas, ça va venir après le fait qu'ils ont accepté qu'il s'agit là d'un grand problème. Pour les deux premiers intervenants, on parlait beaucoup de prévention. Notre quatrième intervenant sera plus applicable, aussi pertinent. Nous allons peut-être répondre à la prochaine question plus tard. Est-ce que c'est possible que nous blâmons le patient du trauma pour le trauma même? La campagne, on met la faute sur le patient du trauma, donc on ne prend pas des étapes pour changer le système. Si vous voulez parler de changer le système, si vous avez le temps. Je vais passer à mon troisième intervenant. Bienvenue à Docteur Adobassi
Abdel Bassit El Sayed Ali, consultant et chef du département de chirurgie pédiatre en Arabie Saoudite. Il est un professeur à la faculté de médecine au Soudan. Il a été formé au Soudan et au Royaume-Uni et en Australie. C'est le cofondateur du Conseil de chirurgie pédiatrique et c'est un ancien membre de l'Association chirurgicale pédiatrique de Pan-Afrique et de l'association. Abdel Bassit fait partie du groupe de travail de trauma et de chirurgie pédiatrique. Bienvenue, Dr Abdel Bassit. Nous vous avons perdu sur l'écran. There we are. Yep. Voilà. C'est bon. Allez-y, docteur Abdel Bassit, on peut vous entendre. Merci Dan et tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de faire partie de cette session. Je vais parler du soin en hôpitaux du trauma. L'inclusion du trauma en tant qu'entité séparée signifie l'attention et l'importance de cet aspect très négligé des soins de santé avec des handicaps et mortalité et implications au niveau socio-économique. Je vais me concentrer sur les soins en hôpitaux de trauma, mais c'est semblable à d'autres problèmes en hôpitaux des pays à revenus faibles et moyens. Dans ces pays, nous voyons qu'il y a une mortalité en hôpitaux de 22%. Pour minimiser et réduire les effets négatifs, que devons-nous faire, surtout dans les pays à revenus faibles et moyens? C'est un problème à haute technologie et nous avons des défis dans ces pays pauvres qui font place à des soins non adéquats pour les enfants blessés. Il faut pouvoir former le personnel médical et paramédical pour gérer les traumas pédiatriques. Si vous regardez la distribution des chirurgiens par population dans le monde, on voit la différence dans les pays pauvres, surtout en Afrique du sub-Sahara, où il y a à 100 000 par population, comparé pour 1 par 1000 ou par 1 par 8 000 dans les pays riches. Le genre de trauma pour la gestion en hôpital varie en sévérité et en nature, y compris le trauma sérieux dû aux accidents de route, des objets lourds qui tombent sur le patient, des lacérations, des blessures, des fractures. Et les enfants en particulier sont très vulnérables pour avaler des objets. Et aussi l'exposition à des produits chimiques et des blessures électriques. Les patients sont gérés en fonction de la spécialité chirurgicale. Un multiple trauma demande une intervention multidisciplinaire et une collaboration interdisciplinaire. Si vous suivez le processus du patient, après l'admission à un centre d'urgence, le patient est amené après une évaluation appropriée sur la base du trauma et de la sévérité. Les patients stables pourront être emmenés au centre de radio ou directement dans l'hôpital même.
tandis que les patients non stables seront susceptibles d'être amenés à la salle de chirurgie ou dans l'unité de soins d'urgence. Donc un ultrason ou une radio, ça passe d'une radio plus simple ou à des procédures plus sérieuses. Des facilités avec des capacités d'intervention peuvent aider à sauver des vies. Un manque d'établissement constitue un obstacle aux soins des patients. Quand on passe à la salle d'opération, les établissements ont besoin d'équipements cruciaux, y compris les équipements pour l'anesthésie et d'autres exigences standards pour la salle d'opération. Une salle d'opération doit avoir un établissement hybride pour pouvoir accommoder des procédures standards et d'urgence. Par rapport à ça, quand vous regardez les photos d'en bas, le manque des exigences d'urgence, y compris même l'hygiène, la ventilation, les équipements de lavage et de sécurité, on observe ça de façon commune dans les pays pauvres. Par conséquent, et de façon adverse, cela a un impact négatif sur la qualité des services. À ce sujet, c'est important de montrer les initiatives pour fournir des salles d'opération avec des bons bien équipés dans les pays pauvres. Comme vous voyez dans la salle d'en bas, c'est une salle d'opération pour les enfants. Pour que ça fonctionne bien, il faut avoir un personnel bien formé. Et souvenez-vous que le trauma pédiatrique constitue un défi sérieux pour tout le monde. Pour les établissements de soins d'urgence pédiatriques, be conducted without availability. D'urgence ne peut pas être fait sans avoir des établissements de ICU qui peut réduire la mortalité. Ces établissements ont besoin d'espace, d'équipement et de personnel technique et d'infirmerie très formés. Donc, ceci manque dans les pays pauvres, ce qui met en danger les soins d'urgence disponibles. Et on a besoin aussi d'une banque de sang, des laboratoires, des thérapies physiques et la formation There is also a need for du personnel. Il y a aussi un besoin de s'enregistrer, de s'inscrire et aux logistiques, l'évaluation des problèmes clés et de la construction des capacités. Il y a beaucoup d'initiatives liées au trauma pédiatrique. Ici, dans ma fondation, nous pensons que les chirurgiens pédiatriques, nous sommes tous impliqués dans la gestion de trauma et au niveau, il faut se concentrer sur la formation et sur les équipements et outils nécessaires. Nous soucions tous des enfants avec trauma, mais ce dont nous manquons, c'est des soins pédiatriques de trauma et des établissements appropriés à ce sujet. Les soins pédiatriques est un orphelin. Beaucoup d'enfants meurent tous les jours, malheureusement, à cause de traumas qui auraient pu être prévenus et aux blessures. Quelles sont les solutions? Voyons qu'il faut avoir les exigences de base pour les services d'urgence pédiatrique au sein d'un environnement pédiatrique amical est une nécessité urgente. Et la meilleure façon de le faire, de réunir des chirurgiens pédiatriques et avec d'autres spécialités, de développer un intérêt, un enthousiasme
et un soin pour ce genre de problème, pour bâtir une équipe de corps médical pour pouvoir faire ce genre de service et pour bâtir des voies nouvelles vers les soins d'urgence pédiatrique, pour développer en fin de compte un cours d'action et comme cela est fait dans les pays riches. Et donc, il faut établir des centres de trauma spécialisés. Grâce à Dieu, beaucoup d'organismes collaborent étroitement par le biais du militantisme et il y a des établissements de formation et l'équipement adéquat. Et l'encouragement d'actions locales avec des autorités locales selon les besoins locaux et par le biais des ressources locales disponibles, et vous pourrez développer les systèmes nécessaires. Nous avons des initiatives. C'est aussi une grande besoin que l'établissement des établissements de santé, il y a un grand besoin de programmes de collaboration, d'entretien et de formation pour assurer la continuité et la durabilité de ces services de qualité et dont les patients ont besoin et qu'ils méritent. En résumé, le trauma pédiatrique, qui c'est qui s'en soucie? Tout le monde devrait s'en soucier. C'est une menace de santé importante avec des implications socio-économiques importantes. Il y a un grand écart et inégalité dans les services hospitaliers entre les pays riches et les pays pauvres. Des projets à ce sujet sont recommandés et la collaboration et la coopération est recommandée à ce sujet. C'est une occasion de demander aux Nations Unies, à l'organisme de la santé et à tous les organismes de santé et la communauté pour mettre tous les efforts pour obtenir des résultats dans ce domaine. Finalement, messieurs, dames, il nous faut faire attention à toutes les parties prenantes. Il faut avoir une bonne formation du corps médical et une allocation de fonds dans les hôpitaux et dans tous les établissements de santé qui fournissent des services de soins pédiatriques de trauma et pour éviter des événements très, très traumatiques et très chers. Merci beaucoup. Thank you, Abdel. Let me put to you the first question I've received. In light of, I'm going to add this phrase, in light of the fact that you... La première question. And you've just now... Vous venez de très bien expliquer la raison pour laquelle il nous faut faire face à ce problème. La question sont comment est-ce que les autorités des pays pauvres établir des services de trauma pour les enfants? Et derrière cette question, il y a les problèmes de budget, d'équipement, d'établissement. Comment est-ce que les autorités de ce pays peuvent établir des soins de santé, de trauma efficaces pour les enfants? Une grande répartie de la réponse. Je pense que l'investissement pour le futur de chaque nation, les autorités peuvent commencer avec des choses très très simples, identifier les champions, les personnes qui peuvent diriger le travail sur le terrain, qui peuvent diriger les initiatives, en aidant leurs activités, leurs mouvements, leurs plans, en leur aidant à implémenter ces plans, et en les surveillant, en les adoptant, les formant pour devenir des personnels de formation, et leur fournir les fonds nécessaires et l'infrastructure, l'espace pour leur permettre d'avoir une liberté de mouvement pour produire. En faisant ceci, les autorités peuvent beaucoup aider. En plus, les autorités doivent fournir l'infrastructure
et les routes goudronnées, les ambulances. C'est très injuste de voir les patients dans des endroits éloignés qui sont transportés sans ambulance de façon bizarre pendant des kilomètres et des kilomètres pour atteindre des établissements après trauma. Donc, il faut que ce soit disponible pour les patients et que ce soit aussi près de là où ils sont que possible. Bien sûr, il faut avoir un renforcement de la loi et beaucoup de choses peuvent être arrangées par la mise en vigueur de lois appropriées. Mais bien sûr, les fonds sont nécessaires. Merci beaucoup. Je vais passer à notre dernier intervenant et après, il y aura des questions après et aussi des questions générales qui vont nous arriver à l'esprit après avoir parlé. Pour chacun d'entre nous, je vais répéter les problèmes. Le problème global de trauma est bien connu. Quels sont les faits, comment faisons-nous? Pouvez-vous suggérer des mesures efficaces à ce sujet? Et on a demandé à Dr Rossiter de faire une autre question. Est-ce que vous pourriez commenter sur le rôle des systèmes de trauma dans la rééducation et les résultats à long terme? Ceci nous donne un bon point de départ pour la prévention et la rééducation. Je vais introduire Dr Rossiter, qui est un chirurgien de trauma et orthopédique au Royaume-Uni. C'est le directeur de la Fondation de care de soins de trauma primaire, l'ancien président de la Société de trauma orthopédique. Il a établi des réseaux de trauma en Angleterre et c'est un conseiller pour l'Institut d'excellence de soins de santé du Royaume-Uni. 2 fois, il a été nommé formateur de l'année et 2 fois l'inspiration de santé par le système de santé du Royaume-Uni. Et il a gagné la médaille d'Hippocrate pour excellence dans le domaine de la médecine. Bienvenue. Je ne suis pas sûre que je mérite tout ceci, mais aujourd'hui, comme mes collègues l'ont dit, nous sommes dans des zones très différentes. Je vais discuter de l'éléphant dans la salle. Nous savons qu'il est là, nous le savons, mais nous ne voulons pas vraiment en parler. Nous allons parler de prévention et de rééducation. Passons à la prochaine diapositive. Nous sommes très familiers. 93% of all road deaths occur in these. Dans ces pays à revenus faibles, nous en venons à la législation nationale en voyant la sécurité, le nombre de personnes dans les véhicules et la protection qui est utilisée, les ceintures de sécurité, mais il nous faut avoir des routes, meilleures routes et l'utilisation des routes. Et nous avons besoin de législation nationale pour vérifier les véhicules, pour s'assurer qu'ils sont en bon état pour aller sur la route. Et des choses se passent beaucoup sur les 2 roues, les bipèdes, 2 roues. Donc nous avons besoin, dans les pays riches, dans les 10 années précédentes, la création des véhicules ont beaucoup changé. Donc ça fait une grande différence. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas été, ça ne se voit pas dans les pays à revenus faibles. Et j'ai travaillé aux États-Unis. Mon collègue voulait voir pourquoi il y avait une différence tellement dramatique par rapport à l'Europe. Ça n'a pas à faire avec l'action de dans ces intersections, un véhicule ne ralentit pas souvent
et vous en arrivez à des blessures importantes. Quand vous regardez les grandes routes d'Europe, quand vous regardez les intersections, vous avez des ronds-points et dans lesquels vous êtes forcé de ralentir. Dans ce genre de cas, les traumas sont réduits de grande façon. En 2016, il y a eu une conception spéciale pour réduire la circulation dans les pays pauvres et il y a eu un fonds spécial à ce sujet et une stratégie établie à ce sujet. Tout ceci, on a besoin de souligner ça pour améliorer la circulation. Tel que Mantip l'a montré, c'est la violence et la mort due à la violence. Il y a 14% de tous les morts et puis en plus les suicides s'en arrivent à 27%. Et pas tout le monde est mort, mais il y a beaucoup de douleurs liées à la blessure. Il nous faut maintenir une perspective à ce sujet. Il y a eu plus de morts à ce sujet que dû au Covid. Il y a 40 000 morts par pistolet aux États-Unis. Pardon. Mais ça a été encore plus pour les blessures dues aux blessures. Donc, ça a vraiment à faire aux lois et aux législations pour améliorer les choses. Même dans le corps médical, cette image n'est pas, semble très normale pour les personnes dans les pays pauvres, les hôpitaux trop bourrés de personnes et un manque d'hygiène et les infections et pour les personnes qui sont traitées dans les hôpitaux. Donc, il nous faut nous inspecter nous-mêmes. Nous avons parlé des morts, mais les morts sont vraiment seulement le haut de l'iceberg. Quand vous regardez les maladies se transmettent, toutes ces maladies ne sont pas autant que les morts par mois dues aux accidents. Il y a aussi beaucoup de monde qui survit, qui a besoin de traitement en hôpital. Comme Mantip l'a montré, il y a beaucoup de personnes qui sont traitées en tant que patients hors hôpital. Ils ont tous besoin d'aide. Si vous mettez ça en perspective, si vous considérez toutes les morts dues aux maladies communicables, ce n'est équivalent qu'à 3 jours d'accident. La plupart des patients des pays pauvres ne peuvent pas se permettre les soins standards auxquels on s'attend dans les pays riches. Il y a une très bonne étude qui a été faite en Kampala, en Ouganda, en regardant les résultats dus au trauma. Si vous êtes victime d'une fracture tibiale très simple, comme Mantip l'a montré, c'est vraiment, il y a peut-être ça arrive à des hommes qui ont beaucoup de dépendantes pour eux et pendant 18 à 24 mois, ils ne peuvent pas revenir à la maison et pendant ce temps, leurs enfants n'ont rien à manger. Cette personne est handicapée, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas bouger, il n'a pas d'estime personnelle, il ne peut pas subvenir à ses propres besoins et il est dépendant de la société. Une fois qu'il est stable médical, il ne pourra peut-être jamais avoir une étape meilleure que celui-ci. Il lui faut beaucoup de thérapie très vite, pas seulement physique, mais de façon plus importante de thérapie occupationnelle pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, revenir travailler. Et il y a 26 ils ont dit que toutes les parties doivent prendre des mesures appropriées à toutes les étapes. Pas simplement dans les pays pauvres, mais même dans tous les pays, y compris mon pays, au Royaume-Uni, la rééducation est le problème le plus important. Les Nations Unies ont commencé une administration de rééducation en
1943 pour rééduquer les personnes après la Deuxième Guerre mondiale. Le WHO a établi la réhabilitation 2030 avec des priorités claires pour que les personnes puissent revenir travailler. En fait, il y a 2 jours, Dr. Kim, le président de la Banque du Monde, nous a dit que jusqu'à présent, la Banque du Monde a dépensé 6 milliards de dollars pour le virus de Corona. Si nous dépensons une fraction de ça pour les soins de trauma, nous pourrions intégrer les personnes à la société. En résumé, ça veut dire 2 choses. La guérison efficace des maladies, c'est de les prévenir. Et il faut que les besoins des blessés soient des contributeurs à la société à nouveau, aussi vite que possible. Et si nous devons nous concentrer sur une chose, c'est celle-là. Et ça comprend très peu de fonds nécessaires. Merci beaucoup. Je vous pose une question. Vous avez dit, parlé de la rééducation. Donc, la question est posée à des personnes qui sont responsables pour des systèmes dans les pays pauvres. La question, c'est, est-ce que vous pouvez dire brièvement quelles sont les interventions, sur quoi nous faut-il nous concentrer pour la rééducation? Ce n'est pas seulement des pays pauvres, c'est presque tous les pays du monde. Il faut y avoir une façon de livrer des rééducations concentrées. Certaines des personnes doivent aller dans un really intensive therapy and retraining and occupational therapy over a 4 to 6 week period to get them to be contributors to society again. That model has been proven in the military and high income countries. Dans les pays riches, de temps en temps, nous devons traduire ça dans tous les autres systèmes de santé, cette approche qu'il nous faut avoir. Merci. Donc, nous n'avons plus de temps. Je veux dire à tout le monde qui sait qui peut répondre à ça. Une très belle question vient de venir. C'est un webinaire dans le contexte de l'Assemblée générale des Nations unies. Voici une question. Quelle action par les Nations unies pour avoir le plus grand impact sur les morts dues au trauma et la morbidité au niveau mondial? Alors, voilà une chance de parler aux Nations unies. À mon point de vue, ça veut dire 2 choses. Nous avons déjà un bon système en place pour gérer les blessés qui sont déjà amenés depuis la route aux hôpitaux. Dans le soin en hôpitaux, comme l'a dit Abdel Bassit, ont besoin d'un investissement mineur, mais une approche systématique. Mais si les Nations unies peuvent intervenir et pour pousser les législateurs pour améliorer les choses dans les pays pauvres avec un investissement assez modeste pour que les personnes puissent revenir en tant que contributeur fera une différence importante. Et je veux comprendre Dr. Myron Roll qui vient de venir. Je t'ai introduit, Dr. Myron, on n'a pas entendu parler de toi. Si quelqu'un dans le panel vous voudrait dire aux Nations Unies. J'aimerais encourager les Nations Unies à considérer les résolutions qui ont été passées par l'Assemblée du Santé mondiale, qui ont parlé de la sécurité sur les routes et les soins chirurgicaux d'urgence. Ces résolutions demandent à tous les pays d'ajuster leur système et voir où sont les carences et investir dans la construction de systèmes de santé partout dans le processus, y compris la prévention et la rééducation. Je crois que c'est un appel à l'action de voir quelles sont les résolutions qui ont été mises et d'y faire attention et de prendre les mesures qui sont nécessaires.
pour prioriser. To that question? Yes, I'd say that the Oui, je UN dirais que les Nations Unies doivent impliquer les autres générations de millénium qui seront les qui s'assureraient qu'ils sont and that once all of you expert leaders are removed from the table, pour que tous vos leaders se réunissent pour ça prend un effort nécessaire pour les personnes qui sont ambitieuses et qui sont très motivées. Une fois qu'ils comprennent qu'il y a une cause importante, ça va beaucoup aider. Et très bon commentaire. Les âges de 5 à 29, Dr. Allais a dit, c'est qu'on peut les motiver, c'est la voix des jeunes. Donc, nous n'avons plus de temps. Nous n'avons le temps pour rien d'autre. Je veux remercier, un grand merci à tous les membres du panel et le temps. Et merci à notre public pour vous être joints à nous. Merci à nos sponsors. Nous espérons que vous allez nous joindre pour le quatrième webinaire de cette série qui sera dimanche. Le sujet, l'anesthésie, en arrivée au point de non-retour à 8 heures du matin, heure américaine. Nous aurons un très bon panel. Vous pouvez toujours vous enregistrer sur g4ligne.org. J'espère que vous vous joindrez à nous. Après, les enregistrements pour tous les 4 webinaires seront disponibles. C'est g4alliance.org et les enregistrements seront disponibles en anglais, français et espagnol. Merci les membres de l'organisation de ce comité, Niger, Rossiter et Miron Roll, et nos interpréteurs en français et en espagnol, et les personnes de l'interprétation et de la technologie. Merci pour le compte des 64 organisations membres de l'Alliance G4 et les autres sponsors. Merci à tout le monde de nous avoir joints à nous et merci et au revoir.